Ah, c'était sympa Simone Veil, hein les garçons? Ouais, non, vraiment, c'était pas mal. Oh, toi, t'as un truc à nous demander, comme t'es là, j'y mettrai ma main au feu. Bah disons que, à la fin de la dernière émission, j'ai dit que je prenais aussi les commandes de cette émission. Vous vous souvenez? Oh mais non, mais pas encore. Pas encore. Pas encore. Bah non, Paul, on lui avait promis, puis elle a raison, Simone Veil, c'était génial. Merci Kylian. Bon, du coup, ce mois-ci, on va parler d'une femme. Encore? Bon, d'accord. Mais j'ai vraiment aucune idée. Je préfère prévenir. Bah attendez, je réfléchis. Non, y a rien à faire, ça vient pas. Oh non, c'est ma vieille tante bretonne, je suis désolé, mais il faut que je réponde. Coucou Anne. C'est bon, j'ai trouvé de qui nous allons parler. La tante de Kylian? Non, une autre Anne que la tante de Kylian. On parlera d'Anne de Bretagne, elle est super connue. Bah, pas pour tout le monde apparemment. Même moi, je sais pas qui c'est. C'est pas grave, tu regarderas l'émission. Mais je peux pas. Je suis dedans. C'est vrai. Eh bien, c'est pas grave, tu feras des recherches. Et va chercher les zapettes, elles sont dans ma loge. Tu as une loge ici, toi. Oui, comme vous deux. Bon allez, dépêche-toi. Parce que j'ai une loge ici aussi. Paul, va chercher les zapettes. Oui, bon, j'y vais, pas la peine d'hurler. Oui, je viendrai te voir à Brest cet été, ne t'inquiète pas. Kylian raccroche. Par contre, si tu pouvais venir me chercher à la gare, ce serait... Oh, Kylian, tu m'entends? L'émission a commencé. Ah mince, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Histoire d'en parler. Aujourd'hui, retour sur la vie de la duchesse de Bretagne et comtesse de Montfort de 1488 à 1514, reine des Romains de 1490 à 1491, reine de France de 1491 à 1498 et de 1499 à 1514, duchesse de Milan de 1499 à 1512, reine de Naples de 1501 à 1503 et comtesse des Temples de 1512 à 1514. Je parle déjà depuis trop longtemps, je n'arrive plus à respirer. Il s'agit de Anne de Bretagne. Attends, il y a un problème. Tu veux bien répéter s'il te plaît? Bon, si tu veux, je répète. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'histoire d'un... Ouais, en fait, non, ne dis rien. Paul, rassure-moi. T'as bien entendu la même chose que moi. Paul? Paul, réponds! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je mangeais des cookies en coulisses, puisque vous faisiez que de parler là. Des coups quoi? Où ça? Des cookies en coulisses, dans la loge de Fiona pour être précis. Bon, pendant ce temps, on va peut-être bosser, hein? Et tant pis, on commence sans Kylian. Anne de Bretagne est née dans la nuit du 25 au 26 janvier 1477 au palais ducal de Nantes, qui est le château des ducs de Bretagne. Elle est la deuxième enfant de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix. Elle est la petite sœur de Jean, né en 1463 et mort la même année. Elle est aussi la grande sœur d'Isabeau, née en 1478, ou 1481 selon les sources, ça dépend, et morte en 1490 d'une pneumonie. Cependant, les filles même d'origine aristocratique ne comptent pas dans la société médiévale. Nous ne savons donc très peu de choses sur sa naissance ou encore sur son baptême. De même, on conserve peu de traces de l'éducation d'Anne de Bretagne. Il est probable qu'elle reçoit l'éducation d'une jeune noble de son temps. C'est-à-dire qu'elle a appris à lire et à écrire en français, et même peut-être un peu de latin. Contrairement à ce qu'on retrouve parfois dans l'historiographie bretonne, il est peu probable qu'elle ait appris le grec ou l'hébreu. Et surtout, elle n'a jamais parlé ni compris le breton. Ça peut paraître paradoxal, mais que ce soit en Bretagne ou en Angleterre par exemple, les élites locales rejetaient les langues locales. Donc le breton et l'anglais, car ces élites les considéraient comme des langues de paysans. Donc les élites nantaises où elle évolue sont étrangers à la langue bretonne. Anne est élevée par une gouvernante, à savoir sa marraine, Françoise de Dinan, comtesse de Laval. Elle a plusieurs précepteurs, tels son maître d'hôtel, le poète de cour Jean Mesquineau, de 1488 à la mort de celui-ci en 1491, qui, lors des loisirs d'Anne, va chasser au faucon avec elle. On lui aurait peut-être enseigné la danse, le chant et la musique. En cette période, la loi de succession au trône de Bretagne est floue, relativement. Non, sérieusement, vous avez vu ce truc-là? Tu n'espères pas une réponse quand même?
Oui, bon, j'ai compris. Tout ça pour dire que la loi de succession bretonne est régie par le premier traité de Guérande de 1365, qui met fin à la guerre de succession de Bretagne. On en a déjà à peine évoqué cette guerre dans l'émission 3, mais on l'aborde ici un petit peu plus en détail, et peut-être que ce sera un sujet d'une prochaine émission, qui sait. Cette guerre opposait Jeanne de Penthièvre, la nièce du dernier duc Jean III, à Jean de Montfort, puis son fils, Jean IV, qui deviendra duc à la place de Jeanne. Donc ça veut dire que le traité établit Jean IV comme héritier légitime au duché. Il ne repousse pas totalement les prétentions des Penthièvre, puisqu'il établit ainsi la loi de succession en Bretagne. Le duché se transmettra de mal en mal dans la famille de Montfort, et s'il n'y a plus d'hommes, il passera à la famille des Penthièvre par l'intermédiaire des femmes de préférence. Jusque-là, c'est plutôt simple. Sauf que le duc François II n'a aucun héritier mâle pour le duché. Il ne reste qu'Anne, puis Isabeau. Donc logiquement, le duché devrait revenir aux Penthièvre en la personne de Nicole. Sauf que, manque de bol, elle mourra en 1480 et cédera ses droits sur le duché de Bretagne au roi Louis XI de France, un grand ennemi de François II. Le duc comprend alors que s'il ne fait pas légitimer sa fille, le duché perdra son indépendance. François II réunit donc les États de Bretagne à Rennes le 20 février 1486, en ignorant complètement le traité de Guérande. Cette pirouette lui permet de légitimer Anne, ce qui accroîtra les oppositions au duc et les concurrences des prétendants au mariage avec Anne. Tout ça ajouté à la colère montante du roi de France. La mort du duc surviendra 1 an et demi plus tard, le 9 septembre 1488. Anne de Bretagne est avant tout l'instrument de la politique de son père, qui la promettra à plusieurs reprises à différents princes de toute origine, afin d'obtenir des aides financières, des aides militaires et de renforcer ses positions contre le roi de France. La perspective pour ces princes de joindre le duché à leur domaine permet ainsi à François d'entamer plusieurs négociations de fiançailles et de nouer à cette occasion différentes alliances secrètes qui accompagnent le projet de mariage. Anne devient l'enjeu de ses ambitions rivales et son père, rassuré par la signature de ces alliances, peut se permettre de refuser différents projets et contrats de mariage. Ces calculs politiques conduisent ainsi aux fiançailles d'Anne avec différents princes d'Europe. Anne de Bretagne sera d'abord promise au futur Édouard V d'Angleterre en 1481, qui finira par mourir en 1483, peu de temps après son père, donc pas de mariage. Elle sera ensuite proposée au futur Henri VII d'Angleterre toujours, mais ce dernier ne sera jamais intéressé, donc c'est un râteau. Elle sera ensuite fiancée à l'archiduc d'Autriche et roi des Romains Maximilien Ier, où ici des négociations de mariage seront entamées. Pendant ce temps, elle sera présentée à Alain d'Albret, mais elle refusera à cause du dégoût qu'elle éprouve pour lui. Tu es très moche. Ah ouais, chaud pour Alain, il y a un soldat à terre là. Je te le fais pas dire, et en plus de tout ce beau monde, elle sera présentée à Louis d'Orléans, mais il est déjà marié à Jeanne de France. Louis d'Orléans, ça me dit quelque chose. Oui, retenez-le, on va en avoir besoin pour plus tard, puisqu'on va en reparler. Petit problème cependant, le 28 juillet 1488 a lieu la bataille de Saint-Aubin-du-Corbier. Cette bataille opposait les troupes de François II, qui pour l'instant n'est pas encore mort, et ses alliés, à celles du roi de France Charles VIII, qui est le fils de Louis XI, celui qui avait hérité du duché grâce à la mort de Nicole de Penthièvre. Venu comme son père, réclamer ses droits sur le duché. La bataille est perdue par les troupes bretonnes et le duc doit accepter le traité du Verger, dont une clause stipule que François II ne pourra marier ses filles sans le consentement du roi de France. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Et avant de mourir, le duc a fait promettre à sa fille de ne jamais se plier aux obligations du roi de France, rejetant le traité du Verger. Le maréchal de Rieux devient le tuteur d'Anne et a pour mission de la marier. Le roi, Charles VIII, ne pouvant pas obtenir la tutelle d'Anne, déclare la guerre à la Bretagne, le 7 janvier 1489. Les élites bretonnes s'empressent de proclamer Anne duchesse souveraine et légitime de Bretagne, le 15 février 1489. Le 4 janvier 1490, la duchesse publie que seront reconnus coupables du crime de lèse-majesté ceux de ses sujets qui la trahiraient et qui se rallieraient au camp du roi de France. Dans la cathédrale de Rennes, le 19 décembre 1490, Anne épouse en premières noces et par procuration le roi des Romains, Maximilien Ier, veuf de Marie de Bourgogne. Ce faisant, elle devient reine conformément à la politique de son père.
Ce mariage est une nouvelle provocation à l'égard du camp français, qui considère qu'il viole le traité du Verger, et que la jeune épouse menace le royaume en ayant adhéré à la ligue que forment les rois d'Angleterre, d'Aragon et des Romains. À partir du printemps 1491, le roi de France mène une campagne contre la Bretagne. Le 4 avril, Nantes devient française et à partir de juillet, Charles VIII met un siège sur la ville de Rennes où se trouve Anne. Et au bout de 3 mois et demi de siège, la ville ne peut plus résister. Rennes tombe le 15 novembre et le roi défile dans la ville. Les deux parties, française et bretonne, signent le traité de Rennes et Anne épousera Charles le 6 décembre 1491 au château de Langeais, sans l'accord du pape Innocent VIII. Ce mariage est une union personnelle entre deux couronnes et non une union réelle. C'est-à-dire que la France et la Bretagne ont les mêmes chefs d'État mais que leurs pays sont indépendants l'un de l'autre. Ce n'est que le 15 février 1492 que le pape annule le mariage d'Anne et Maximilien. De cette union entre Anne et Charles naissent 6 enfants mais tous mourront en bas âge, sans compter les nombreuses fausses couches de la reine. Par son mariage, Anne de Bretagne devient reine consort de France. Son contrat de mariage précise qu'il est conclu pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Il fait de Charles VIII son procureur perpétuel. Le 8 février 1492, Anne est sacrée et couronnée reine de France à la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France, par André d'Espinay, archevêque de Bordeaux. Elle est la première reine couronnée dans cette basilique et sacrée. Son époux lui interdit de porter le titre de duchesse de Bretagne. Elle passe beaucoup de temps enceinte, avec un enfant tous les 14 mois en moyenne. Lors des guerres d'Italie, la régence est attribuée à Anne de France, la sœur du roi, qui a déjà tenu ce rôle de 1483 à 1491. Anne de Bretagne n'a qu'un rôle réduit en France comme en Bretagne et doit parfois accepter d'être séparée de ses enfants en bas âge. Anne vit essentiellement dans les châteaux royaux d'Amboise, de Loches et du Plessis ou dans les villes de Lyon, Grenoble ou Moulins, lorsque le roi est en Italie. À Amboise, Charles VIII fait faire des travaux, tandis qu'elle réside à côté, au Clos Lucé, où le roi lui fait construire une chapelle. Elle devient reine de Naples et de Jérusalem lors de la conquête de Naples par Charles VIII. Dès la mort de Charles VIII, héritière légitime des droits des ducs de Bretagne, elle fait acte de souveraineté en tant que chef d'État du duché, par les nombreux actes qu'elle fait. Elle restaure notamment la chancellerie de Bretagne au profit du fidèle Philippe de Montauban. Ensuite, elle nomma lieutenant général de Bretagne son héritier Jean de Chalon. Elle convoquera ensuite les États de Bretagne. Anne émet un monnayage à son nom, une monnaie d'or à son effigie afin de rappeler sa souveraineté du duché de Bretagne. Elle nomme aussi responsable du château de Brest son écuyer Gilles de Texu parmi ses poètes de cour. Il faut également rappeler l'humaniste Faux-Andrelin Forly. Doit être rappelé aussi le chroniqueur Jean Lemaire de Belge et le rhétoriqueur français Jean Marot. Elle prend également à son service les musiciens les plus célèbres de son temps, Johannes Ockeghem, Antoine de Févin, Loisé Compère ou encore Jean Mouton. Anne de Bretagne est sans aucun doute la reine de France à apparaître comme une mécène recherchée par les artistes et auteurs de son époque. 3 jours après la mort de Charles VIII, son époux, le principe du mariage avec Louis d'Orléans. Ah bah c'est lui Louis d'Orléans, c'est le fameux Louis XII. Et donc c'est pour ça qu'elle a été reine de France 2 fois avec 2 rois différents, de 1491 à 1498 et de 1499 à 1514. Oui, et c'est pour l'instant la seule femme à avoir été reine de France 2 fois. Et d'ailleurs, Anne, en fille bien élevée, je doute qu'elle coupait la parole des gens quand ceux-ci parlaient, mais bref, comme je le disais, 3 jours après la mort de son époux, le roi Charles VIII, le principe du mariage avec Louis d'Orléans, devenu Louis XII, est acquis, à la condition que Louis obtienne l'annulation de son mariage avec Jeanne de France avant 1 an. Donc Anne retourne pour la première fois en Bretagne en octobre 1498 après avoir échangé une promesse de mariage avec Louis XII à Étampes le 19 août. Quelques jours après le début du procès en annulation de l'union entre Louis XII et Jeanne de France, le contrat de son 3e mariage en 1499 est conclu dans des conditions radicalement différentes du second. À la jeune femme vaincue a succédé une jeune reine douairière et duchesse souveraine de l'État breton, désormais incontestée et incontestable. En face de qui l'époux est un ancien allié, ami et prétendant. C'est pour ça qu'il est connu qu'elle préférait Louis XII, qui était son ami, à Charles VIII, qui l'oppressait complètement. Contrairement aux dispositions du contrat de mariage avec Charles VIII, le nouveau lui reconnaît l'intégralité des droits sur la Bretagne comme seule héritière du duché et le titre de duchesse de Bretagne. Anne, souveraine du duché, et Louis, souverain pour le royaume de France, signent le contrat de mariage de la reine, qui est toujours une union personnelle entre les deux couronnes ducale et royale.
Le contrat affirme aussi clairement que le duché reviendra au deuxième enfant, peu importe son sexe. Clause qui ne sera pas respectée, car René sera déshérité au profit de son aîné Claude de France et à son futur mari, François d'Angoulême. Mais pour le moment, le pouvoir est exercé par Louis XII en qualité de duc par mariage, bien que les décisions soient prises au nom de la duchesse Anne. Au départ, Claude de France était fiancé à Charles de Habsbourg, que l'on connaît mieux sous le nom de Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. Sauf que si on regarde une carte, on voit qu'un mariage entre la future duchesse de Bretagne et Charles Quint encerclait complètement le territoire français. Les fiançailles sont donc annulées, et Claude épousera 4 mois après la mort d'Anne, car elle avait toujours refusé ce mariage. François d'Angoulême, successeur de Louis XII, connu sous le nom de François Ier. Ce n'est qu'à la mort de François Ier que le duché de Bretagne perdra définitivement son indépendance, puisque le duc de Bretagne Henri, fils de François Ier, devient roi de France sous le nom d'Henri II. Usé par les nombreuses maternités et les fausses couches, ainsi qu'atteinte de la gravelle, calcul rénal si vous préférez, Anne mourra le 9 janvier 1514 vers 6h du matin au château de Blois. Elle sera inhumée à la nécropole royale de la basilique Saint-Denis. Ses funérailles sont d'une ampleur exceptionnelle, puisqu'elles dureront 40 jours et inspireront les funérailles royales jusqu'au XVIIIe siècle. Selon sa volonté, son cœur a été placé dans un cardiotaphe en or rehaussé d'émail. On voit qui c'est qui avait du pognon. Ce coffret était enfermé dans une boîte en plomb, elle-même placée sur une autre boîte en fer. L'ensemble est transporté en grande pompe et déposé en la chapelle des Carmes où se trouve le tombeau de ses parents, qu'Anne a fait construire pour eux. Lorsqu'en 1793 la République, par le biais de la Convention nationale, décrète les profanations des tombes de nos rois, l'écrin en or où était conservé son cœur est enlevé et manque tout juste d'être fondu. Heureusement, il est aujourd'hui intact et conservé au musée d'Aubray de Nantes. Le tombeau qu'elle partage avec Louis XII est également profané et les corps royaux sont jetés dans une fosse commune. Cependant, le mausolée a été sauvé, conservé et restauré au musée des monuments français à partir de 1795, avant de retourner à la basilique Saint-Denis sous Louis XVIII en 1816. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de sa vie. Ah, parce qu'on a vraiment fini là ? Bah quoi ? Tu vas pas me dire que ça t'a pas plu de réaliser cet épisode ? S'il vous plaît, fermez-la ou vous prenez une avoine. Bien évidemment que ça m'a plu de faire ça avec vous. C'est quoi cette question stupide ? Non, mais je préférais demander. Bon bah on espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la faire. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Histoire d'en parler. Ciao !